Salut à tous et merci de votre fidélité à l'Angleco, le magazine qui traite des questions économiques, financières et boursières sur l'ORTB. Elle a été votée le 2 juin 2022 et promulguée le 27 juin 2022. La nouvelle loi statistique du Bénin constitue le socle et la porte d'entrée de la réforme du cadre législatif et réglementaire du système statistique national. À quoi sert véritablement une loi statistique au Bénin et quelles sont les innovations contenues dans la dite loi? L'équipe de l'Angleco se propose aujourd'hui de vous en parler. Dans la chronique à l'heure des réformes, je recevrai le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie INSTAD, institut placé désormais sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Mais avant, je vous propose le billet économique. C'est le résumé des grands faits économiques de ces derniers jours. Regardez. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du billet économique dans l'Angleco. L'actualité économique de ces derniers jours a été entre autres marquée par la diplomatie économique offensive du gouvernement du Bénin. En effet, le président Patrice Talon était la semaine écoulée l'invité d'honneur du mouvement des entreprises françaises MEDEF à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs français. Le chef de l'État a présenté les atouts du Bénin et les possibilités d'investir au Bénin. Depuis 2016, le gouvernement du Bénin a entrepris des réformes et s'est positionné dans un rôle de facilitateur afin de susciter plus d'investissements. Le séjour des autorités béninoises à Paris a été aussi marqué par une communication animée par le ministre d'État Romuald Wadaï et le coordonnateur du Bureau d'analyse et d'investigation de la présidence de la République, Johannes Dayan. Toujours à Paris, à l'occasion de cette rencontre des entrepreneurs français, la première ministre de la République française, Elisabeth Borne, s'est exprimée devant le MEDEF. Elle a invité les entreprises à réduire leur consommation d'énergie de 10%. Objectif, éviter que le gouvernement n'impose des baisses de consommation. Elisabeth Borne a donné rendez-vous aux patrons des entreprises début octobre pour tirer un premier bilan de ces plans d'économie d'énergie. Loin de la rencontre des entrepreneurs français, je vous propose de nous intéresser à présent à la crypto-monnaie. L'Afrique est la deuxième région au monde à abriter le plus grand nombre de détenteurs de crypto-monnaies après l'Asie. 53 millions, c'est le nombre d'Africains qui détiennent des crypto-monnaies selon l'édition 2022 du rapport relatif à l'adoption des monnaies numériques dans le monde publié récemment par AAA, une société spécialisée dans la technologie blockchain. L'Afrique est ainsi devenue la deuxième région au monde à abriter le plus grand nombre de détenteurs de crypto-monnaies après l'Asie, 130 millions. En Amérique du Nord, les utilisateurs des crypto-monnaies se chiffrent à 51 millions contre 43 millions en Europe, 27 millions en Amérique latine et 1 million en Océanie. Mais en Afrique, comme ailleurs, l'adoption des crypto-monnaies cache de fortes disparités entre les pays. Bouclons ce billet économique par cette information au Pakistan. Le Fonds monétaire international FMI a donné son accord pour un prêt d'environ 1,1 milliard de dollars pour le Pakistan. Une aide qui arrive à point nommé pour le pays qui lutte contre des inondations historiques et qui est confronté à une grave crise économique. Ce prêt du FMI, négocié de longue date, est une bouffée d'oxygène pour le Pakistan, confronté à des inondations qui ont submergé un tiers du territoire. En plus de cette nouvelle somme de 1,1 milliard de dollars, le FMI va encore ajouter 500 millions de dollars dans son effort de soutien qui doit s'étendre jusqu'en juin 2023. Mais le Pakistan aura besoin de bien plus. Ce sera tout pour ce billet économique. Merci de m'avoir suivi. L'Angleco se poursuit.
Je vous amène à présent à faire un tour dans nos marchés. À travers cette chronique, l'équipe de l'Angle Éco vous renseigne sur les prix appliqués sur les différents produits de grande consommation dans nos marchés. C'est à travers cette compilation. Je vous retrouve encore ce jour pour vous donner une idée des prix des produits disponibles sur le marché. Les marchés dans lesquels s'effectuent les observations sont les suivants. À Cotonou, dans le marché d'Antokba. À Porto Novo, c'est le marché Wando qui nous accueille. À Parakou, nous avons recueilli les prix des produits au marché Arzeke. À Natitengu, nos équipes se sont rendues au marché Saint-Kouagou, à Lokossa, au marché Nestor d'Almeida et enfin dans le marché de Boïkan. De nos observations, il ressort qu'à l'exception des marchés des villes de Porto Novo, Natitengu, Boïkan et Lokossa, où les prix du maïs séché en grains sont en baisse, à savoir respectivement 232 francs CFA, 207 francs CFA, 166 francs CFA, 286 francs CFA, les marchés des autres villes ont enregistré une stabilité de prix. Ainsi, à Cotonou, le kilogramme de maïs séché est cédé à 232 francs CFA et à Parakou, 243 francs CFA. Les variations des prix observées à la baisse sont liées à la disponibilité de la denrée alimentaire sur le marché. Intéressons-nous maintenant au prix de l'igname. Les prix de l'igname ont enregistré une baisse dans les marchés de toutes les villes visitées. Ainsi, à Cotonou, la denrée alimentaire est vendue à 486 francs CFA le kilo, à Parakou 461 francs CFA, Natitengu 252 francs CFA, Porto Novo 541 francs CFA, Boïkan 517 francs CFA et Lokossa 589 francs CFA. Les variations des prix observées à la baisse sont dues à un début de récolte du produit. Quant à la tomate fraîche, les prix sont en repli dans les marchés de toutes les villes visitées. Le repli est dû à la période d'abondance de la denrée sur les marchés. Ainsi, les prix se présentent comme suit. À Cotonou, 331 francs CFA. À Porto Novo, 364 francs CFA. Parakou, 450 francs CFA. Natitengu, 512 francs CFA. Boïkan, 246 francs CFA. Et Lokossa, 256 francs CFA. Les prix de l'huile d'arachide artisanale se présentent comme suit. À Cotonou et à Natitengu, le litre d'huile est cédé à 1600 francs CFA. À Porto Novo et à Parakou, le produit est vendu à 1567 francs CFA. À Boïkan et à Lokossa, le litre est vendu respectivement à 1467 francs CFA et à 1400 francs CFA. Bouclons ce tour des prix des produits sur le marché par le ciment. Les prix du ciment tels que fixés par le gouvernement se présentent comme suit. À Cotonou, 75 000 francs CFA. Porto Novo, 114 000 francs CFA. Parakou, 82 000 francs CFA. Natitengu, 85 000 francs CFA. Lokossa, 117 000 francs CFA. Et Boïkan, 114 500 francs CFA. Merci de m'avoir suivi. Mesdames et messieurs, je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Ce numéro de l'Angle Éco s'intéresse à la nouvelle loi statistique votée et promulguée en République du Bénin il y a quelques mois seulement. C'est une loi qui comporte beaucoup d'innovations et qui vient renforcer la réforme du cadre législatif et réglementaire du système statistique national. Avec le directeur général de l'INSTAD, j'évoque les particularités d'une telle loi. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Avec vous, nous allons justement revenir sur cette nouvelle loi statistique du Bénin qui a été votée donc au mois de juin 2022. Alors, dites-nous, monsieur Moussa, qu'est-ce qui justifie véritablement le vote d'une nouvelle loi? C'est une loi qui est d'une importance capitale pour notre pays. Cette loi, si vous regardez bien, elle a été votée effectivement le 2 juin, mais elle a été promulguée le 27 juin du même mois. Okay. Cela dénote de l'importance que le chef de l'État accorde au document. Et donc, pour vous dire en clair, c'est que notre pays, véritablement, je peux dire que c'est
la loi statistique dont vraiment notre pays a besoin. Donc il était temps qu'on revoie pour intégrer les différentes évolutions qu'a connu le monde, hein, ce n'est pas seulement notre pays, les différents, pour préciser certaines notions statistiques qui, bon, si vous prenez la nouvelle loi, vous allez voir dedans qu'il y a des définitions pour préciser certaines choses. C'est un terme que nous avions l'habitude d'employer, mais qui n'avait peut-être pas leur raison d'être. La nouvelle loi est revenue là-dessus pour pouvoir les préciser. Alors, quels sont les nouveaux aspects qui reviennent donc dans cette nouvelle loi qui a été votée? La nouvelle loi présente correctement comment est-ce qu'il faut faire les activités statistiques dans notre pays. Notamment les programmes statistiques. Nous avons intégré dans la nouvelle loi comment est-ce qu'il faut désormais faire la programmation statistique dans notre pays. Deuxièmement, nous avons constaté qu'il y a certaines activités statistiques, notamment les grandes opérations, le recensement général de la population, le recensement général des entreprises, qui, dans le monde entier, sont organisées et évoluent dans le temps. L'ancienne loi n'avait pas mis en place un cadre pour permettre au pays de respecter l'engagement pris au niveau international. Dans la nouvelle loi, les précisions sont venues pour dire telle ou telle opération doivent se dérouler durant une période donnée. Je prends le cas du recensement général de la population que nous nous apprêtons à faire actuellement. Au niveau des Nations Unies même, il a été décidé que ces opérations se déroulent tous les 10 ans. Mais notre loi n'en faisait pas cas. Donc la nouvelle loi a pris en compte... Très bien, donc cela a été mentionné. Ça a été mentionné clairement. Mais aussi, la nouvelle loi crée un fonds national de financement des statistiques. Et ce fonds permettra désormais de ne plus être trop en besoin de ressources pour pouvoir aller vers nos opérations. Je disais tout à l'heure que la loi prend aussi en compte la programmation statistique dans notre pays. Et vous voyez, désormais, on ne peut plus publier les données sur les gens n'importe comment. La protection des données personnelles. La nouvelle loi intègre cela. Très bien. Quelle est la place de l'INSTAT dans le système statistique national après le vote de cette loi au mois de juin 2022? L'Institut est revenu au centre même de l'activité statistique dans notre pays. Il y a certaines statistiques sur lesquelles l'Institut n'aura pas de marge de manœuvre parce que c'est des statistiques qui sont définies par des traités. Et sur la base de ces traités et règlements, il y a certaines structures qui doivent s'en occuper. Mais l'Institut doit avoir un œil sur comment est-ce que ces statistiques-là sont produites. Donc, je vous l'ai dit que l'Institut est ramené au centre de la production statistique officielle dans notre pays actuellement. Même l'organisation des services statistiques dans n'importe quelle structure aujourd'hui doit se faire en prenant appui sur les méthodologies que l'Institut est obligé de mettre à la disposition de ces structures-là. En cas d'infraction, dites-nous quelles sont les principales peines encourues par les contrevenants. L'ancienne loi déjà parlait de ces peines-là. Quand par exemple, on vient vous rencontrer un ménage ou une entreprise pour demander des informations et que les gens refusent de donner, il y a des peines. Ah bon? Oui, et c'est bien précisé dans la loi. Quand, par exemple, quelqu'un va collecter des informations et publie ces informations qui ne répondent pas aux réalités de notre pays, celui-là est puni. Évidemment. La loi. Quand même vous allez sur le terrain pour aller collecter des informations et que vous ne prenez pas le visa statistique, il y a... Le visa statistique, c'est quoi déjà? Le visa statistique, c'est que vous amenez votre méthodologie de collecte au niveau de l'Institut. Et il y a un collège de statisticiens qui regarde pour voir est-ce que la méthodologie que vous voulez utiliser, la zone de dénombrement sur laquelle vous voulez travailler, est-ce que tout ce que vous avez mis comme concept dans votre travail répond correctement aux aspirations statistiques. Si les informations que vous allez collecter ne sont pas de nature à remettre en cause les informations officielles. Voilà. Donc,
Nous regardons ça avant de dire oui, vous pouvez aller sur le terrain pour collecter votre information. D'accord. Donc il y a des peines qui ont été maintenues dans la loi. Il y a des peines qui ont été maintenues. Ces peines existaient déjà dans la loi, dans l'ancienne loi, la loi 2000. Mais ces peines ont été quelquefois renforcées cette fois-ci, surtout parce que nous avons constaté qu'il y a des gens qui se permettent le luxe de publier des informations erronées sur le pays. Il est un constat que depuis 2018, le gouvernement du Bénin s'intéresse encore plus aux statistiques. Comment expliquez-vous ce regain d'intérêt du gouvernement pour les statistiques? Je crois que c'est un regain que tout le peuple béninois doit encourager, parce qu'on ne prend aucune décision en l'air. Pour prendre une décision, il faut le prendre sur la base des chiffres et des chiffres réels fiables. Très bien. Si le gouvernement a pris cet engagement, c'est parce que le gouvernement veut faire du travail sérieux. Donc, il faut encourager la fiabilité des données derrière. Si les données sont justes, la prédiction sur ces données sont nécessairement des prédictions bonnes. Donc, l'engagement du gouvernement depuis 2018 est justement ce que nous sommes en train de, je vais dire, la loi qui a été votée, ça fait partie de cet engagement. C'est le gouvernement même qui a demandé de revoir tout ce qu'il y a au niveau de statistiques dans notre pays pour que nous puissions nous mettre au diapason des normes internationales. L'ambition du Bénin, c'est d'adhérer à la norme qu'on appelle la norme de diffusion, la norme spéciale de diffusion des données. Okay. C'est la norme la plus exigeante aujourd'hui. Okay. Et c'est une norme que tout pays qui a envie d'aller sur le marché international pour collecter des ressources, pour mobiliser des ressources, doit y adhérer parce que ça permet aux investisseurs d'avoir une idée sur ce qui se passe dans le pays. Nous sommes au terme de cet entretien. Je vous laisse conclure. Merci beaucoup. En guise de conclusion, ce que je vais dire, c'est que je voudrais inviter tous les acteurs de la population. Je vais parler des fournisseurs, des producteurs d'informations statistiques et même la population à lire correctement la nouvelle loi. Merci, Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie, Monsieur Laurent Moussa. Avec vous, nous avons parcouru donc la nouvelle loi statistique du Bénin, votée au mois de juin 2022. Merci d'être passé dans l'Angle Écho. Merci beaucoup. À très bientôt. L'Angle Écho se poursuit après la chronique à l'heure des réformes. Je vous amène maintenant sur le marché boursier. L'épargne, c'est la partie non investie des revenus. C'est-à-dire quand vous avez vos revenus et qu'il y a une partie qui n'est pas consommée, vous la considérez comme votre épargne. Et l'épargne, justement, est un acte volontaire, mais très utile. Très utile en ce sens que elle va vous permettre, n'est-ce pas, de faire face à certains coups durs de la vie, mais également de vous projeter dans le futur pour des activités ou des projets. Et à côté de ça, il est important de rappeler que l'épargne est individuelle, comme elle peut être collective à travers les tontines que nous connaissons tous depuis notre enfance, mais également à travers un plan d'épargne entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise peut décider dans sa politique sociale de constituer une épargne complémentaire pour la retraite de ses salariés. Warren Buffett, il disait qu'il faut pouvoir organiser ses économies avant d'organiser ses dépenses. Cette phrase résume tout. Dès le premier jour ou le premier mois de votre salaire, mettez une partie de côté. Et donc, quand vous mettez une partie de côté, vous organisez vos économies, et bien vous pouvez mieux organiser vos dépenses en les hiérarchisant. Vous vous rendez compte que parfois nous faisons des dépenses qui ne sont pas utiles. Et c'est quand on finit de dépenser qu'on se dit mais pourquoi j'ai dépensé? Or, entre-temps, si vous avez mis votre argent de côté, et bien ce qui vous reste, vous organisez au mieux et vous arrivez même à échelonner
vos dépenses. Dans une crise conjoncturelle, il est important, quoi qu'il en soit, dès qu'on a les revenus, d'en mettre une partie de côté. Et il est généralement recommandé de mettre entre 10% et 30% de côté. Les économistes reconnaissent 3 types d'épargne: l'épargne immobilière, l'épargne liquide et l'épargne financière. Donc l'épargne liquide, c'est l'épargne classique que nous connaissons au niveau des banques et à travers les différents livrets. Et puis l'épargne financière, c'est à travers les différents placements sur le marché financier. Dans le mot de l'écho, aujourd'hui, nous vous proposons de parler de la croissance inclusive. Que peut-on y comprendre et quels sont les déterminants? Lorsqu'on parle de croissance inclusive, il y a 2 dimensions qu'il faut incorporer pour dire comment cette croissance-là inclut, pour utiliser le mot qui est dans inclusive, les acteurs qui sont concernés. Parce que quand vous rentrez dans une économie, on divise les acteurs de l'économie en 2 grands groupes. Il y a ceux qu'on considère comme les pauvres et ceux qui ne sont pas considérés comme pauvres. Bon, on dit les non-pauvres, parce qu'on ne dit pas les riches, parce que la notion de richesse incorpore d'autres aspects qu'on ne prend pas en compte ici. Parce qu'il faut déterminer un seuil normatif pour déterminer qui est pauvre et qui n'est pas pauvre. Et quand on est pauvre, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est riche dans le terme où on entend. Et lorsque une économie croît, il y a 2 aspects qu'il faut noter. Il faut voir si cette croissance-là est pro-pauvre, c'est-à-dire est-ce que la part qui revient aux pauvres, ou le revenu des pauvres, ou bien la consommation des pauvres, croissent au fur et à mesure qu'il y a croissance économique. Dans ce cas, on dit que la croissance économique est pro-pauvre. Deuxième aspect qu'on voit aussi, c'est de voir si il y a croissance au niveau des pauvres, de leurs revenus ou de leur consommation. Est-ce que la croissance qu'on a à ce niveau est supérieure à la croissance qu'on a au niveau des plus aisés, de ceux qui ne sont pas pauvres? Et dans ce cas, dans ce cas où la croissance de la consommation ou du revenu des pauvres, ou le revenu des pauvres ou leur consommation croissent plus vite que ceux des plus aisés ou des non-pauvres, on dit que cette croissance-là permet aussi de réduire les inégalités. En gros, on appelle croissance inclusive une croissance qui est à la fois pro-pauvre et qui réduit les inégalités entre les pauvres et les non-pauvres. C'est la fin de ce rendez-vous de l'économie sur l'ORTB. Merci de nous avoir suivis dans l'Angle Écho. Si cette émission vous intéresse, faites-le savoir. À bientôt.